les voix du féminisme pluriel, qui est organisée par l'association El-Fotral, qui veut dire le discernement en arabe. Donc cette association a été créée à l'ESSEC par des étudiants en 2012 et elle a pour but de vous faire découvrir le monde musulman, de promouvoir la diversité et de favoriser le discours interreligieux. Alors nous avons choisi d'aborder ce thème aujourd'hui car la notion de féminisme est omniprésente dans le discours médiatique et on a observé qu'il y avait une tendance à l'uniformisation et que cette acception du féminisme ne prenait pas en compte la diversité des cultures et des modes de pensée. Alors, que veut dire vraiment être féministe? Quelles sont les autres voies du féminisme? Pour déconstruire ces stéréotypes et pour répondre à ces questions et mettre en avant la diversité, nous avons invité 4 intervenantes aux profils très variés qui nous témoigneront de leur engagement et de leur vision du féminisme pluriel. Donc nous avons aujourd'hui Atina Marmora qui a fondé l'association Rebelle, qui va vous en parler, Awa Nongo qui est artiste et blogueuse, Rebecca Svedj qui est cofondatrice du Noiselofine et militante pour le vivre ensemble, et enfin Sarah Zouak qui a fondé le Women's Sense Tour dans les pays musulmans et entrepreneur social. Bonsoir à tous, bonsoir à vous, Sarah, Awa, Atina et Rebecca. Encore merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons commencer cette table ronde avec 2 questions générales et introductrices avant de nous intéresser plus particulièrement à vos engagements personnels. Cette première question s'adresse donc à toutes les 4. Comme l'a mentionné Samira, on voit bien que le féminisme aujourd'hui est une notion abondamment utilisée, que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux ou dans l'espace public en général. Mais cette notion semble désigner bien souvent des réalités très différentes. Selon vous, quelle définition peut-on donner à ce mot? Et pouvez-vous nous présenter votre approche du féminisme? À vous la parole. J'ai la pression. Déjà, merci beaucoup à vous, je suis super contente d'être là. Bonjour à tous, vous êtes beaux, vous avez l'air gentils, ça va, on est à l'aise. Ok, chouette. Bon, alors je vais pouvoir vous dire la vérité. Moi, pendant longtemps, j'ai pas su ce que ça voulait dire le féminisme. Voilà. Parmi vous, vous pouvez lever la main. Qui parmi vous est féministe? Que des meufs. Ok, bon, c'est bien. Franchement, hop. Bon. Mais bravo aussi aux autres. Enfin, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à ça. Enfin, on verra à la fin de la conférence. Mais en gros, moi, j'ai pas su pendant super longtemps ce que ça voulait dire qu'être féministe. Et puis, on m'a proposé un stage dans une ONG féministe en Israël. On m'a dit qu'il s'agissait de promouvoir le leadership féminin dans les sphères économiques et politiques pour atteindre l'égalité entre hommes et femmes. Moi, j'entends égalité, je me dis banco. Surtout au Moyen-Orient, c'est quand même important. Et puis, qui pourrait être contre l'égalité? Mais je me suis rendu compte qu'être féministe, en fait, c'était super mal vu. Ça renvoyait à une fille qui était agressive, qui était contre les hommes, qui avait les seins nus, pas du tout, qui brûlait ses soutiens-gorge, bref, plein de clichés comme ça. Et puis des clichés, j'en ai trouvé beaucoup, notamment dans une initiative dans laquelle je contribue un petit peu, qui s'appelle Coexiste. En gros, on va dans des collèges et des lycées pour déconstruire des préjugés de tout type, racistes, antisémites, xénophobes, on s'en fout de tout, et aussi les préjugés sexistes. Et alors là, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Les femmes sont des simples appareils reproducteurs ou reproductifs, mais bon, c'est des enfants, donc ça passe. Qu'elles ne savent que faire le ménage, et puis que de toute manière, il n'y avait pas d'inégalité à notre époque entre les hommes et les femmes. Bon, moi, les inégalités, j'en entendais beaucoup parler, mais je les avais jamais vécues moi-même, jusqu'à ce que je rentre dans le monde du travail, et où je me rende compte que, finalement, c'était celui qui parlait le plus fort et qui était le plus sûr de lui qu'on allait écouter et qu'on allait suivre. Moi, ça m'a un peu gênée parce que je suis pas du tout du genre à imposer mon point de vue, mais plutôt à chercher l'accord un peu démocratique. Il y a un confidence gap entre les hommes et les femmes, du coup, ça pénalisait souvent les femmes.
Et la Harvard Business Review a mené une étude, donc je vous en fais part rapidement, sur le lien entre confiance et puis les gens qui étaient à la direction, aux directions des entreprises. Ils se sont rendus compte que lorsqu'on choisissait un leader, on avait tendance à confondre compétences réelles et confiance en soi. Donc les récompenses de management allaient plus à ceux qui allaient se vendre, plutôt qu'à ceux qui allaient accompagner le développement de l'équipe. Bref, c'était mon premier petit pas, donc c'était pas grand-chose, ça va, j'étais pas vraiment ébranlée. Donc je suis passée un peu de cette définition officielle du féminisme, de l'attitude de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes à une attitude, enfin à une définition un peu plus personnelle, qui est vraiment de s'affirmer et d'être acteur de son destin. Ça concerne à la fois les femmes, parce que finalement une grande part du féminisme, c'est laisser la liberté aux autres femmes de faire des choix qu'on ne ferait pas nous-mêmes. Par exemple, je ne porte pas le voile, et je pars du principe que si quelqu'un a décidé consciemment de le porter, c'est que cette personne a ses raisons et je le respecte. Et j'espère que c'est le cas dans l'autre sens. Et puis c'est aussi l'affaire des hommes, parce que je pense qu'on n'arriverait pas à une égalité si facilement s'il n'y avait qu'une seule partie de la planète qui s'engageait là-dedans. Et ce vouloir libre, c'est aussi vouloir que les autres soient libres. Donc, je vous encourage, messieurs, à lever la main lorsque je demanderai si vous êtes féministes pour les prochaines fois. Bonsoir à tous. Merci pour cette invitation. J'en suis honorée, même si la première fois quand j'ai regardé la thématique et que c'était autour du féminisme, je me suis dit, à moi, le mot féminisme, c'est un mot avec lequel je ne suis pas à l'aise, parce que pour moi, il n'est pas inclusif aujourd'hui. Et je me suis dit, ok, mais du coup, c'était intéressant parce que c'était sur le féminisme pluriel. Mais derrière le mot féminisme, pour moi, c'est des actions. On peut utiliser. Je suis pas dans le conceptuel, moi je suis dans l'action. Mais en tout cas, la première personne qui m'a ouvert à la thématique du féminisme, c'est mon père. Donc, puisque c'est la personne, l'homme le plus féministe au monde que j'ai jamais vu. Mais ça, je m'en suis rendu compte après. Mais en gros, ce qu'il me disait, c'est quand je devais avoir 12 ans, il disait, moi, de toute façon, les filles, je les élèverais comme des garçons. Et au début, je ne comprenais pas trop cette phrase-là. Maintenant, je vois ce qu'il voulait dire par là. C'est qu'il n'y avait aucune différence. Et donc, du coup, j'ai compris plus tard que mon père était un grand féministe. Et qui me disait, moi, ce que je veux, c'est que tu sois en mesure de faire tes propres choix. Et surtout, que tu ne dépendes de personne. Pour moi, le féminisme, aujourd'hui, c'est surtout c'est que les femmes puissent avoir le choix. C'est la question du choix, mais un choix qui soit en pleine conscience. Dans le sens où c'est avoir le choix en ayant connaissance de tous les choix possibles. Parce que c'est difficile d'avoir le choix si on n'a pas accès à toute l'information. Donc pour moi, le féminisme, c'est d'abord ça. C'est faire ses propres choix tout en étant en pleine conscience. Voilà. Bonjour à tous et merci beaucoup à l'association Marie Coffin de m'avoir invitée. Je suis vraiment super honorée. Alors, pareil, donc, pour moi, je m'interroge beaucoup en fait aujourd'hui sur le fait qu'on parle tous les jours de féminisme. On en entend tous les jours parler. Et en tant que féministe, j'aimerais en être heureuse, sauf que je ne le suis pas tant que ça. Parce que je m'interroge sur le fait qu'aujourd'hui, qui parle de féminisme et surtout à quelle fin. Donc avant de vous expliquer pourquoi je ne suis pas forcément super heureuse qu'on en parle tous les jours de cette façon, pour moi le féminisme c'est non seulement une quête pour l'égalité, mais c'est surtout une quête pour la justice. Et c'est de permettre aux femmes de choisir en fait donc en toute liberté les armes de leur propre émancipation. Et donc, mon combat à moi, c'est de permettre à toutes les femmes, quelle que soit donc, leur appartenance religieuse, leurs origines, donc leur genre, leur orientation sexuelle, leur taille, leur handicap, tout, qu'on cesse en fait de les juger, de les discriminer ou de les violenter à cause de tout ça. Et donc, pour moi, l'une des notions clés, comme a dit Atina, c'est le choix. Et c'est comment faire pour en fait, ouvrir, on va dire, le champ des possibilités pour toutes les femmes, comment renforcer leur potentiel
et comment leur permettre d'être celles qu'elles veulent être véritablement, celles qu'elles souhaitent en fait être, et non pas ce que les gens souhaiteraient que l'on soit, parce que souvent on aime bien nous mettre dans des cases. Et donc aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas un seul féminisme, il y a des féminismes. Les féministes pour moi sont pluriels, et ils sont pluriels justement parce qu'il n'y a pas un seul chemin d'émancipation. Et moi, comment je suis devenue féministe? Bizarrement, un peu par opposition justement à tout ce discours féminisme ambiant que j'entendais et dans lequel je ne me reconnaissais absolument pas. Donc ces féministes, on va dire traditionnelles, ces féministes, on va dire mainstream, qui en fait ne reconnaissaient pas, moi, mes multiples identités. Donc je ne me reconnaissais absolument pas. Elle ne reconnaissait pas, on va dire, moi, ma singularité, mes réalités et mes identités. C'est-à-dire que je suis femme, certes, mais je ne suis pas que femme, en fait. Je suis aussi française, je suis aussi marocaine, je suis aussi musulmane, je suis aussi addict au cappuccino et j'adore danser sur Beyoncé. Enfin, je suis plein de choses et je ne suis pas... aussi... Et du coup, moi, mon féminisme, c'est de pouvoir vivre mes multiples identités. Et c'est comme ça que du coup, je suis tombée là-dedans et je vous raconterai un peu plus plus tard. Et pour moi, il y avait deux notions qui sont hyper importantes dans le féminisme. C'est la parole concernée, donc qui est quelque chose de primordial et j'en parlerai un peu plus tard. Et c'est une notion aussi que j'ai du coup découvert sur le TAS, qui est l'intersectionnalité. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui savent ce que c'est l'intersectionnalité? Ouais. Cool. Bon, alors du coup, je vais un tout petit peu promis, ça dure 30 secondes. Donc, en gros, c'est un concept qui a été inventé en 1989, donc il n'y a vraiment pas très longtemps, par une femme noire américaine, une afroféministe qui s'appelle Kimberly Crenshaw. Et en fait, elle est partie du constat que dans le droit américain, il y avait un problème. C'était celui qu'on reconnaissait juste une seule discrimination. Donc soit une discrimination raciale, soit une discrimination sexiste. Et en fait, elle a montré que les femmes noires, elles sont à l'intersection de plusieurs discriminations. Elles vivent deux oppressions et pas séparément. Elles ne sont pas juste victimes de sexisme ou juste victimes de racisme, elles sont victimes des deux parce qu'elles sont femmes, mais aussi parce qu'elles sont noires. Et du coup, ce concept d'intersectionnalité m'a énormément parlé parce que justement, ça a été ensuite assez vulgarisé et ça a été repris par d'autres femmes qui sont des femmes musulmanes, des femmes handicapées, des femmes je sais pas, roms, parce que nous, justement, on va dire les femmes racisées, on ne vit pas seulement notre identité de femme, mais on vit aussi notre identité du coup de notre religion, de nos origines ou autres. Et du coup, donc voilà, ça c'est deux notions qui sont très importantes pour moi dans moi, ma manière de considérer mon féminisme. Bonsoir à tous, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Le féminisme, on pourra en parler pendant des heures. Pour moi, le féminisme, pour moi, il y a autant de féminisme qu'il n'y a de femmes dans le monde. On ne peut pas donner une définition précise du féminisme. Et avec les débats actuels en France, ça m'a un peu, en fait, ça a renforcé moi mon féminisme, qui est comme toi, Sarah, en fait, pluriel et c'est aussi une approche intersectionnelle. Donc voilà, en tant que femme noire, musulmane visible aussi, ici en France, je suis confrontée à des discriminations liées à ma couleur de peau, à ma religion et à mon sexe. Et c'est des faits que certains féministes ne reconnaissent pas. Donc il y a certaines personnes qui vont vous dire qu'en gros, le féminisme, c'est que fondé sur tout ce qui est... en gros, c'est que économique, que c'est juste les femmes gagnent moins que les hommes, ou qu'elles ont moins de droits que les hommes, ça, c'est ce qui est une réalité, mais il faut aussi prendre en compte le fait que les minorités sont d'autant plus discriminées avec cette notion d'intersectionnalité. Et je suis aussi pour un féminisme pluriel dans lequel on accepte toutes les femmes dans leurs différences. On ne peut pas prétendre condamner certaines oppressions et discriminer d'autres personnes, discriminer les femmes musulmanes en l'occurrence. Donc c'est un sujet qui me touche particulièrement et pour moi le féminisme c'est aussi valoriser la place des femmes dans la société. C'est pas uniquement parler des discriminations, il y a aussi valoriser la place des femmes dans la société. Et au niveau des jeunes filles, je trouve qu'il y a encore un gros travail à faire parce que c'est pas gagné. Mais il y a de l'espoir. Merci beaucoup. On voit très bien vous avez différentes approches concernant le féminisme, mais on aimerait savoir si vous réussissez à trouver une voie commune pour les défis et obstacles que peuvent rencontrer les femmes dans notre société actuellement, que ce soit en termes d'intégration, de reconnaissance
partout dans toutes les strates de la société. Je ne sais pas ce que vous en pensez, on pourrait commencer par... On garde le meilleur pour la fin. Alors, moi, comme je vous ai dit, je suis vraiment novice en termes de féminisme. Comme toi, j'étais pas tout à fait à l'aise avec ça, mais je me suis dit c'est l'occasion d'en apprendre plus. Alors, en bonne élève que je suis, j'ai été chercher sur Internet les chiffres qui permettent de dénoncer le féminisme. Alors, je les partage avec vous pour qu'on comprenne un petit peu. Parce que dénoncer une injustice, finalement, ça commence déjà par prouver qu'elle existe. Donc, moi, mon sujet sur lequel j'ai particulièrement été sensibilisée, c'est le monde du travail. Donc, 2 chiffres pour commencer. C'est déjà que les femmes, elles sont payées 19% de moins que les hommes pour le même poste et les mêmes compétences. On en parlait tout à l'heure. Il y a aussi cette histoire de plafond de verre. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 4% de femmes sur la liste des PDG des 500 plus grandes compagnies américaines seulement. Vous allez me dire, toutes les femmes ne souhaitent pas devenir dirigeantes ou monter toutes les strates de la hiérarchie. Et c'est vrai, et c'est légitime, mais l'essentiel, c'est de pouvoir avoir le choix, comme on le disait tout à l'heure. Et puis, soit dit en passant, c'est quand même important qu'il y ait des femmes au pouvoir, parce que ça aide à faire progresser le débat et insuffler une dynamique où il y aura plus de représentativité et un traitement plus juste de l'ensemble des femmes. Alors, oser sa différence dans le monde du travail, ça veut quand même dire avoir la responsabilité de le changer. J'ai lu un bouquin dernièrement qui était hyper intéressant, et dedans, Christine Lagarde, qui est actuellement responsable du FMI, racontait que justement, elle avait été discriminée à l'embauche. Elle avait été postulée dans un grand cabinet d'avocats. Et on lui avait dit, ok, c'est bon, tu peux être collaboratrice, on t'accueille. Par contre, on t'accueille pas en tant que femme. Tu ne pourras jamais être associée. Qu'à cela ne tienne, elle s'est cassée et elle est devenue l'associée de son propre cabinet. Quand elle a eu des enfants, elle a décidé de changer ses horaires et de bloquer son mercredi après-midi pour pouvoir le passer avec ses enfants. Non seulement c'était important pour ses enfants et pour la vie qu'elle voulait mener, mais c'était surtout super important pour les autres collaboratrices qui pouvaient voir que c'était ok de raisonner comme ça et qu'elles aussi elles étaient en mesure d'agir comme ça sans avoir peur qu'ensuite ça se retourne contre elles ou qu'elles soient licenciées, etc. Donc c'est une preuve qu'il y a certaines personnes en haut des sphères qui font changer ça. Dans la politique, on a ce même besoin de représentativité. Et aujourd'hui, les décisions qui sont prises pour les femmes le sont en grande partie par les hommes. C'est principalement les hommes qui prennent ces décisions. 3 chiffres là-dessus. 16% des maires sont des femmes uniquement. 20% des sièges au Parlement sont occupés par des femmes. Et sur 195 pays, seulement 17 sont gouvernés par des femmes. Vous allez me dire, il faut le temps. Enfin, ça n'a pas toujours été dans les mœurs que les femmes travaillent, etc. Je veux bien. C'est vrai. Donc, il y a de l'espoir, comme tu dis. Et puis, les derniers chiffres, c'est aussi sur la vie quotidienne. La répartition des corvées ménagères, 80% pour les femmes. Je dis ça, je fais pas le ménage. Donc, en soi, je vais contre eux. Mais bon, je vais m'y mettre, promis. Je fais pas non plus la cuisine. Je vais contre tous les stéréotypes. Et puis, la sécurité dans les lieux publics. On en parle beaucoup, il y a eu une campagne dernièrement. Au final, c'est une femme sur 5 qui, dans sa vie, se fait violer ou agresser sexuellement. On est 5 là devant. Ça fait beaucoup. Hein. Voilà, je ne vous le souhaite pas. Et puis, dernier petit chiffre plus globalement, c'est une femme sur 10 qui est victime de violence dans son couple, et le mariage forcé concerne 250 millions de filles. L'éducation des filles, pour terminer, 66 millions de filles ne peuvent pas aller à l'école. Si on empêche la moitié de la planète de progresser, on ne va pas changer grand-chose. Enfin, en tout cas, pas autant que ce qu'on pourrait. Au final, vous allez me dire, il y a des causes plus graves que le féminisme, que la condition des femmes, etc. Mais c'est pas parce qu'on a conscience que notre sort pourrait être pire qu'on doit pour autant nous dissuader d'essayer de l'améliorer. Donc moi, je vous le dis, ça y est, je suis féministe. Je veux bien que tu répètes la question. Alors, c'est par rapport aux défis et obstacles actuels que les femmes peuvent rencontrer dans la société actuelle. Que pensez-vous par rapport à ce que quelles pourraient sont être les solutions? Non, d'abord juste l'identification des défis et des obstacles pour comprendre justement. Ok. Alors, moi, un des obstacles sur lesquels je travaille aujourd'hui, c'est la question de l'éducation. Pour moi, en fait, la question du choix, l'ouverture du champ des possibles, ça se joue très tôt. Si on apprend aux jeunes filles, dès l'âge de 12 ans, à ouvrir le champ des possibles, à apprendre à mieux se connaître, à savoir quels sont ses droits, à savoir comment est-ce que j'ai envie de me projeter en tant que femme dans la société dans laquelle je suis. Je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on va travailler. C'est un travail qu'on va régler, mais c'est un travail qui se fait très tôt
et c'est une question d'éducation. Alors voilà, moi je parle de ça parce que je travaille aujourd'hui avec des jeunes filles, hein, c'est mon sujet, mais en tout cas moi, une des solutions à laquelle je crois beaucoup, c'est l'éducation, et c'est de sensibiliser très tôt les jeunes filles à cette question de choix, de les questionner à quelle femme elles ont, quelle femme elles veulent être plus tard, et aussi rendre accessible, justement, tu parlais tout à l'heure de la présence des femmes en politique, ou la représentation des femmes à la télé. On voit souvent, c'est souvent dans les mêmes rôles, enfin bref, cette question de l'image des femmes, ce qu'il faut, c'est changer ça aussi, et c'est donner accès à des modèles féminins de réussite, encore une fois, pluriels. C'est en faisant ça qu'on travaille sur qu'on construit la société de demain. En tout cas, je parle du contexte français, puisqu'il y a d'autres pays où les jeunes filles ne vont pas à l'école, c'est encore un autre sujet. Aujourd'hui, donc souvent les gens me disent ça va, en France, on n'a pas, on rencontre plus énormément de problèmes quand on est une femme. Donc clairement, comme l'a montré Rebecca avec les chiffres, c'est complètement faux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes rencontrent encore de nombreux obstacles pour être ce qu'elles veulent être. Et ça commence justement très 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 jeune. Et en fait, dès notre plus jeune âge, la société nous construit des rôles qui nous sont complètement en fait imposés. Et donc ça commence, voilà, déjà, souvent on donne l'exemple des jouets qu'on donne aux enfants, voilà, deux personnes, une petite fille et un petit garçon, on leur donnera pas du tout le même jouet. La petite fille, elle aura une poupée, elle aura une dinette, elle aura des choses qui la laissent dans la maison, dans le côté un peu domestique et tout, alors que l'homme, on va plutôt lui donner des jeux, voilà, il va être un super-héros, il va jouer dehors, il va pouvoir se bagarrer, on va lui laisser d'autres jeux, et ça en fait ça joue même sur notre personnalité. La fille, on a tendance à lui demander d'être plutôt douce, plutôt sage, et moi j'avoue, j'ai complètement, toute ma vie, j'étais la petite fille parfaite qui avait des super notes à l'école et qui était super douce et super sage. Avant du coup de vous raconter tout à l'heure comment je me suis rebellée contre le système. Et les hommes justement, c'était ces gens qui ont le droit d'être complètement, de se bagarrer, d'être foufou, et on leur laisse cette liberté-là, et du coup ça joue aussi sur la personnalité, pardon. Et ça continue en fait. On dirait qu'en fait on vit dans un monde qui a été pensé et créé pour les hommes. Et du coup il y a des chiffres qui sont affligeants aujourd'hui, par exemple justement pour le harcèlement de rue, le harcèlement sexuel, 100% des femmes à Paris, en région parisienne, pardon, se sont déjà faites harceler dans les métros, ou dans les RER. Donc c'est quand même assez hallucinant aujourd'hui d'avoir des chiffres comme ça. Et les violences conjugales donc, sont encore, mais vraiment très 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 importantes en France. Hein. Je ne parle pas dans d'autres pays parce qu'on aime bien aller regarder, nous, nos politiques, nos médias, ils aiment bien aller nous montrer ce qui se passe en Arabie Saoudite, en Iran. Moi je l'indique en France. En France, aujourd'hui, tous les 2,5 jours, il y a une femme qui meurt de violences conjugales, et une femme sur 10 est potentiellement victime de violences. Donc c'est-à-dire que là, parmi nous, il y a un nombre vraiment important de femmes qui vivront tous ces obstacles, et c'est quand même assez hallucinant. Donc ça, c'est les obstacles que toutes les femmes vivent en France. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les femmes qui sont racisées, les femmes qui sont notamment musulmanes, et alors là, c'est encore d'autres obstacles, parce que justement, elles sont des femmes, mais elles ne sont pas que femmes. Et en tant que musulmane, moi, les obstacles que je vois, c'est qu'on ne donne absolument pas la parole aux principales concernées. Et ce qui me fait complètement halluciner, parce que on sait aujourd'hui dans l'histoire du féminisme que les droits ne nous ont pas été offerts comme ça par les hommes. Je veux dire, ce n'est pas les droits de vote ou l'avortement, ce n'est pas des hommes qui se sont dit bon bien, on va leur faire un truc sympa. Non, on les a arrachés. À chaque fois qu'on a voulu avoir des droits, ce sont nous-mêmes on s'est arraché nos propres droits, et ça vient toujours des principales concernées. Ça viendra toujours des principales concernées, parce que c'est elles-mêmes qui connaissent mieux quiconque leur vécu et leurs expériences, et du coup les obstacles qu'elles rencontrent. Et donc les femmes se sont battues toute leur vie depuis des siècles pour justement lutter contre cette oppression des femmes. Et en fait, cette oppression de la part des hommes, et certaines malheureusement aujourd'hui reproduisent ce même schéma, mais pour d'autres femmes.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le discours qui m'insupporte plus qu'autre chose, c'est celui de femmes qui m'expliquent comment moi je devrais mener ma vie, comment moi en tant que musulmane, du coup j'aurais besoin qu'on me libère, j'aurais besoin qu'on m'aide à mener ma vie en tant que femme, et j'en parlerai un peu plus. Donc ça c'est un premier obstacle pour moi de ne pas donner la parole aux principales concernées. Et le deuxième obstacle, malheureusement, ça va être le traitement médiatique qui va alimenter tout ça, le traitement aussi politique qui alimente tout ça et qui crée des discours aujourd'hui qui stigmatisent certaines femmes et qui crée des discours, qui divisent en fait. Et c'est ça le problème, je trouve, aujourd'hui, donc notamment par rapport aux musulmanes, c'est qu'on essaye de les exclure quasiment de la société. Et moi, dans mon association, du coup, je vous expliquerai mon projet plus tard, mais je suis allée dans différents lycées pour demander, voilà, quand je vous dis femme musulmane, par exemple, vous pensez à quoi? Donc j'ai toujours le même discours de femmes soumises et femmes oppressées, mais le discours qui m'inquiète de plus en plus et que j'entends de plus en plus, c'est celui de « elles ne sont pas comme nous », c'est celui de montrer il y a nous et il y a vous, et vous c'est les autres femmes qui ne veulent pas s'adapter à cette société. Et on réfléchit à leur place, on leur dit, voilà, si vous voulez être adapté, il faudra, je sais pas, par exemple, enlever votre voile ou autre chose. Et moi, je trouve que ça, c'est un obstacle assez important, en tout cas pour nous, femmes musulmanes. Donc voilà ce que je voulais dire là-dessus. C'est une question... Oui, il y aurait tellement de choses à dire exactement aussi sur cette question. Donc je pense qu'en matière d'intégration, il y a encore énormément de progrès à faire. Aujourd'hui, il y a énormément de barrières psychologiques. En tant que femme, en fait, on se met énormément de barrières psychologiques. Et comme vous l'avez très bien dit, dès le plus jeune âge, il y a certaines professions qu'on ne va pas forcément viser juste parce qu'on est une femme, on va se dire qu'on n'a pas les compétences ou qu'on est moins bien qu'un homme, alors que c'est pas vrai. Et surtout que les chiffres prouvent que les femmes sont brillantes à l'école et que c'est quelque chose qui doit être vraiment valorisé aujourd'hui dans la société. Il y a toujours cette notion d'avoir à prouver 2 fois plus que les autres en fait en tant que femme. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça en tant que femme ici dans cette salle, mais c'est toujours cette notion de devoir toujours prouver, de faire 2 fois plus, parce que notre légitimité est constamment en fait questionnée. Je discutais avec une amie chercheuse récemment et elle me disait qui mène justement un projet de recherche, et elle disait que tous les chercheurs hommes en fait lui disaient, remettant en question en fait ses recherches à chaque fois juste parce que c'est une femme et que il y a moins de légitimité, il faut peut-être vérifier les sources, des choses comme ça, alors que ce n'est pas vrai. Elle est brillante, c'est une fille brillante, et c'est ce type de comportement qui peut aussi à la longue démotiver et dévaloriser les femmes dans leur travail. Et au niveau aussi de l'intégration, je reviendrai aussi sur tes propos, Sarah, je suis complètement d'accord sur le fait qu'aujourd'hui il y a des féministes qui se permettent de confisquer la parole des femmes musulmanes notamment, et que c'est un vrai problème parce que... Et c'est un vrai problème parce qu'on ne donne pas la parole aux premières concernées, on ne les invite pas sur les plateaux TV, on parle à leur place, on leur dicte la norme à suivre, on leur dit comment s'habiller, on vient dire que enlever le voile ce serait en fait une forme de libération, alors que finalement voilà, c'est combattre une oppression par une autre oppression, et ça n'a pas de sens. Je vous en reparlerai plus en détail tout à l'heure. Mais voilà, donc je pense qu'il y a encore énormément de progrès, et si des personnes croient que la situation s'est améliorée, je trouve que non, en fait il y a encore vraiment beaucoup de choses à faire, et que c'est essentiel pour progresser. Merci pour vos réponses sur vos approches du féminisme. Nous allons maintenant rentrer dans le vif de vos engagements, si je puis dire. Nous allons commencer avec Sarah Zouak. Alors Sarah, vous êtes une militante féministe très active dans la lutte contre les discriminations faites aux femmes, et vous souhaitez plus particulièrement contribuer à changer le regard que l'on porte aujourd'hui sur les femmes musulmanes en France et dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience du Women's Sense Tour Muslim Countries qui témoigne de votre engagement, nous parler de la genèse de ce projet, de vos motivations et de vos ambitions avec ce projet? Ok. Alors, donc avant de vous expliquer mon projet et qu'est-ce que du coup le projet que j'ai fondé du coup il y a quelques années, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai fondé. Donc moi en fait, donc j'ai 26 ans et j'ai grandi dans une famille très aimante
une famille qui m'a poussée en fait à faire de longues études, à être une femme forte, indépendante, et à être surtout aussi fière de nos multiples identités. Comme je vous ai dit, je suis française, je suis marocaine, je suis musulmane, et je fais aussi plein d'autres choses, et ils nous ont appris en fait, à mes sœurs et moi, à être fiers de toutes nos identités. Sauf qu'en fait, moi, en dehors du cocon familial, en fait, j'avais l'impression que pour avoir une place légitime au sein de ma société, je devais nier une partie de moi-même. Et du coup, les gens se sont souvent vus étonnés de me voir en fait épanouie et bien intégrée, comme si en fait la religion aurait dû être un obstacle à mon émancipation en tant que femme. Et en fait, j'ai toujours ressenti un espèce de décalage entre ce que moi je suis et ce que les autres voudraient que je sois. Et du coup, j'étais complètement tiraillée entre mes différentes identités et je pensais qu'elles étaient incompatibles. J'entendais tellement que les femmes musulmanes étaient soumises, oppressées, que je commençais à y croire moi-même en fait. Et je me disais, mais mince, moi, j'ai pourtant plein de rêves, j'ai pourtant envie de faire plein de choses dans ma vie et pourtant, non, ma religion, à un moment, ça va forcément me bloquer. Et du coup, j'étais complètement, mais je pense pendant 20 ans de ma vie, j'étais complètement schizophrène. Ça va mieux. Je me suis soignée. Et du coup, en fait, toute ma vie, on m'a dit que j'étais une exception. On m'a dit, c'est génial, tu es hyper ouverte d'esprit, c'est génial. Enfin, et du coup, j'ai vraiment cru que j'étais presque la seule femme musulmane ouverte d'esprit et émancipée, parce que c'était ce que j'entendais tout le temps. Et comme j'ai fait des études, donc j'étais en école de commerce, où on était peut-être 3 arabes, 2 musulmans. J'étais en relation internationale, on ne devait pas non plus être très très nombreux, quoi, tous comptaient à chaque fois sur les doigts d'une main. Bon, du coup, j'avais l'impression que les gens n'avaient pas rencontré beaucoup de diversité et du coup, me faisaient ce genre de réflexion. Et du coup, donc ça, c'était vraiment mon vécu personnel qui a été assez difficile pour moi de me construire. Parce qu'en fait, je n'avais pas de rôle modèle, c'est-à-dire que j'ai jamais eu dans ma vie des femmes qui juste allient sereinement leur foi et leur engagement et leurs rêves. J'en avais jamais vu en fait. J'ai l'impression que on devait être 3 sur Terre à être comme ça. Bref, et du coup, tout ça, c'était évidemment alimenté par le traitement médiatique où les femmes musulmanes sont constamment représentées comme des femmes soumises, oppressées, passives, aliénées, et on pourrait faire tout le champ lexical. Ou alors, j'avais l'impression que c'était soit j'étais cette femme soumise, soit je devais être cette femme qui crachait sur ma religion, crachait sur mes origines, que je devais complètement m'assimiler et perdre toute une partie de mon identité pour être une femme émancipée. Et du coup, j'avais l'impression que je devais vraiment choisir entre ces deux choses-là. Et dans les médias, moi, je ne me suis jamais sentie représentée. Je me suis jamais... j'avais l'impression que les filles comme moi, elles étaient complètement invisibles, en fait. Et donc la dernière chose dans les médias qui m'a quand même plutôt frappée, c'est qu'on parle du coup sans cesse de femmes musulmanes, sauf qu'on est face à un paradoxe où on leur donne jamais la parole. Du coup, c'est jamais elles qui parlent d'elles-mêmes, c'est toujours d'autres gens qui parlent à notre place, et donc ça m'a fait assez halluciner. Et enfin, le troisième constat, et ça a été là le départ de mon petit projet, c'était que j'étais donc en master en relations internationales, donc je venais je venais d'être diplômée de mon master en école de commerce, donc moi je me destinais à travailler dans un grand groupe en marketing et tout. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est absolument pas ce que j'ai fait, et en fait moi je cherchais à donner du sens à ma vie. Du coup, moi après mes premiers stages en entreprise, j'ai détesté ça, et c'était très dur pour moi parce que en fait toute ma vie j'avais l'impression d'avoir le parcours parfait. J'étais la petite femme qui avait fait des super études, des études élitistes, qui avait un super salaire, qui était sur Paris, enfin qu'est-ce que je voulais de plus quoi. Mais j'étais pas du tout heureuse, j'étais absolument pas épanouie, et du coup j'ai décidé de travailler sur quelque chose qui me concernait plus, qui me donnait envie de me réveiller tous les matins, et c'était la thématique notamment des femmes. Et du coup j'ai décidé de faire en fait un mémoire sur le féminisme islamique. C'est quelque chose que je découvrais, et je me disais ah c'est fou, il y a des féministes qui sont aussi musulmanes, je vais découvrir tout ça. Et du coup, je décide de faire mon mémoire là-dessus et je prends une super directrice de recherche, une très grande féministe qu'on retrouve très souvent dans Ce soir ou jamais ou dans d'autres émissions. Et en fait, quand je lui ai donné mon sujet, elle a rigolé. Elle m'a dit oh là là, tu vas pas me faire ce discours, arrête. La religion, ce sera un obstacle à ton émancipation. Peut-être que tu t'en rends pas encore compte, mais il faudrait quand même que faudrait vraiment que tu commences à lire un peu plus sur le féminisme pour te faire une idée.
Et là, moi, donc cette petite fille toute timide que j'étais, je me dis, mais non, mais là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. J'ai vécu toute ma vie où je me disais, ok, les gens me disaient ça, mais c'est juste par ignorance. Là, je me disais, non, là, c'est pas par ignorance. Elle est féministe, elle est une intellectuelle, elle a écrit je ne sais combien de bouquins, et je me disais, bon, si même elle me dit ça, c'est pas possible, on a un vrai problème dans notre société avec les femmes musulmanes. Et du coup, je lui dis, bah non, je suis désolée, on peut être féministe et musulmane, et je vous le prouverai. Et du coup, en fait, on s'est mis d'accord, elle m'a dit, on sera jamais d'accord, mais je veux que vous donniez votre maximum pour faire ce mémoire. Et du coup, donc je savais qu'elle n'était absolument pas d'accord et que pour elle, les féministes musulmanes, c'est complètement un délire. Mais du coup, elle a joué le jeu et au final, moi, ça m'a poussé dans mes retranchements, ça m'a poussé à en apprendre plus et surtout, ça m'a poussé à créer un projet qui s'appelle le Women's Sense Tour in Muslim Countries. Et c'est un projet en fait qui a pris la forme d'un voyage. Donc c'est un voyage que j'ai effectué juste après donc mon master. Je suis partie en fait pendant 5 mois dans 5 pays musulmans pour aller à la rencontre de 25 femmes musulmanes qui sont toutes des actrices du changement et qui agissent toutes pour l'émancipation des femmes. Donc je suis partie au Maroc, en Tunisie, en Turquie, en Iran et en Indonésie pour rencontrer toutes ces femmes en fait qui allient sereinement leur foi et leur engagement pour les droits des femmes et que ce n'était en aucune façon en contradiction. Donc pourquoi j'ai choisi d'abord des pays musulmans? Parce que en fait les gens me disaient toujours au final que si j'étais moderne, si j'étais émancipée, c'est parce que j'étais française, mais que je ferais moins la maline en fait si j'étais née dans ces pays. Du coup c'est pour ça que j'ai décidé d'aller dans ces pays qu'on imagine toujours comme un espèce de bloc homogène où les femmes seraient toutes pareilles, et je me suis dit bah ok, allons-y, allons découvrir ces pays où ça doit être affreux pour ces femmes. Et je vais non seulement aller les rencontrer, mais je vais aussi réaliser un documentaire. Donc là aussi, c'était complètement une nouvelle aventure, parce que comme je vous ai dit, j'ai pas du tout fait des études en audiovisuel, j'avais jamais touché une caméra de ma vie. Et pourtant, je savais que ça devait passer par l'image et pas seulement par un discours. Et du coup, en fait, j'ai décidé de faire le film que j'aurais rêvé voir quand j'avais 12 ans. C'est-à-dire plein de rôles modèles de femmes musulmanes et qui sont juste heureuses et qui sont épanouies dans ce qu'elles font, parce que je croyais que c'était pas possible. Donc pour moi, ce projet, ça a été créé pour les musulmans, mais surtout pour les non-musulmans. En fait, mon but, donc, comme vous l'avez compris, c'était de lutter contre les préjugés sur les femmes musulmanes. Mais je voulais aussi montrer la pluralité, parce que souvent on parle de la femme musulmane, comme si on était on était toutes pareilles. Et ce qui est complètement faux, donc comme toutes les femmes, on est très différentes les unes des autres. Et je voulais montrer un projet très positif, avec plein d'amour. Je voulais qu'à la fin de ce projet, les gens se disent tous, en fait, c'est tellement bien de pouvoir juste vivre ces multiples identités au lieu de à chaque fois nous stigmatiser pour ça ou pour ça. Et moi, je voulais surtout aussi me réapproprier, en fait, ma narration. Je voulais me réapproprier mon récit. Je voulais parler de moi à la première personne et que ce ne soit plus d'autres personnes qui parlent à ma place. Et je voulais laisser une trace en fait. Je voulais que d'autres gens voient ce que moi j'ai vu. C'est pour ça que j'ai fait ce documentaire, parce que nous, on doit parler pour nous-mêmes. Et on doit investir le champ du journalisme, on doit investir les films, on doit investir le cinéma, on doit investir l'écrit. On doit faire ce travail parce que les autres n'ont aucun intérêt à le faire. Et on passera notre temps, et moi j'en ai marre de lire toujours les mêmes articles sur les femmes musulmanes et tout. Donc j'ai décidé de faire ça. Donc j'ai écrit des articles, j'ai fait des portraits sur toutes ces femmes. Et je réalise donc le documentaire vidéo. Et du coup, j'aimerais juste citer une seule phrase qui, moi, m'a beaucoup parlé, de Audre Lorde, qui est une afroféministe. Du coup, j'aime beaucoup les féministes noires qui m'apprennent énormément aussi, qui disait si je ne m'étais pas définie par moi-même et pour moi-même, j'aurais été écrasée et dévorée par les fantasmes que les autres avaient de moi. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est par moi-même et c'est moi-même qui vais en fait me réapproprier mon récit. Donc, d'où ce long voyage que j'ai entamé. Et nous avons d'ailleurs ce soir la chance d'avoir un petit teaser de votre expérience au Maroc à partager avec le public de ce soir.
société pour approcher ces problèmes créativement, avec amour, avec intelligence. Si je savais que ce qui m'attendait à l'époque, je crois que j'aurais eu tellement peur que je ne serais pas passée à l'acte. Sauf que je ne savais pas. وتيفتخروا بنا الحمد لله تضرب بنا المثل مبروك علينا هذه البداية مازال كما كيقول لك العقل نور والجهل عار. Donc je suis complètement convaincue que le message de l'islam est un message libérateur. Il est émancipateur, il est égalitaire. Maintenant, il faudrait en faire une lecture, bien sûr, contextualisée, une lecture réformiste. Être musulmane est lié aux identités, comme je suis humaine, comme je suis femme, comme je suis marocaine, comme je suis arabe. Mais peut-être que chaque identité joue un rôle dans des situations différentes. Teaser d'abord. Parlez-nous de ces femmes que vous avez rencontrées au Maroc. D'abord, est-ce qu'elles se définissent elles-mêmes comme féministes et comment se manifeste leur combat pour leurs droits? Donc j'ai rencontré 25 femmes dans 5 pays différents. Donc le premier pays c'était le Maroc et c'était très important pour moi parce que je suis marocaine et parce que je voulais découvrir autrement donc mon deuxième pays et que j'avais pas l'habitude de voyager un peu partout dans différentes villes. Donc c'est des femmes qui travaillent sur des thématiques très différentes. Donc certaines travaillent sur des thématiques, donc travaillent toutes sur la thématique des femmes, mais donc certaines vont parler de l'éducation, d'autres seront plus sur des thématiques liées à la santé, à l'emploi. Et donc est-ce qu'elles se considèrent comme féministes? C'était une vraie question en fait que je leur ai toutes posées d'ailleurs pour le documentaire vidéo. Et ce que j'ai compris c'est qu'en fait comme nous en France, vous avez pu le voir, quand on dit féministe on pense à plein de choses, genre on est anti-homme, on est complètement folle ou je sais pas quoi. Bah en fait, dans ces pays-là, pareil, en fait c'est un mot qui est chargé de plein de représentations. Et notamment du fait que c'est un mot qui vient pour eux de l'Occident et qui aurait été importé par la colonisation. Donc il y a pas mal de femmes, au final, elles sont toutes féministes à mes yeux, et la majorité le disent qu'elles sont féministes, mais certaines étaient un peu mal à l'aise par rapport à ce mot, parce que c'est pas un mot qu'on emploie forcément dans ces pays, donc elles vont plutôt dire féminine, elles vont plutôt dire humaniste, elles vont utiliser d'autres mots, mais au final leur définition sera complètement féministe. Donc voilà, ça c'était pour si elles se considéraient comme féministes. Et comment se manifeste leur combat pour leurs droits? Alors, donc, dans celles que j'ai rencontrées, celles que vous avez pu voir, ce qui était fou, c'est qu'elles avaient... en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était de voir le déclic, en fait, de toutes ces femmes, comment d'un coup on devient une femme actrice du changement. Et en fait, chacun, ça vient de son propre vécu. Donc la dernière qu'on a vue, par exemple, Maha, elle avait mon âge à l'époque, donc elle avait 24 ans, et elle, en fait, son combat, c'est l'accès à l'éducation dans les zones enclavées du Maroc, où là, l'accès pour les filles est vraiment beaucoup plus difficile, et elles vont abandonner généralement juste après le collège. Et du coup, en fait, elle me racontait qu'elle y allait très souvent dans cet endroit, dans la classe, pardon, avec son père et sa mère, parce qu'ils sont tous les deux professeurs, et elle avait rencontré une petite fille qui était toute mignonne, et elle lui avait dit papa, il faut absolument qu'on l'adopte, elle est trop mignonne, il faut la ramener chez nous à Meknès, en ville, et voilà, et tout sera super bien pour elle. Et là, donc, son père, il lui a pas parlé pendant 2 jours. Il lui a dit, mais pour qui tu te prends de prendre une fille de son environnement et de la ramener chez toi? Et tout ça pour lui offrir une bonne éducation. Il a dit, l'éducation, en fait, ça doit être là où les gens sont. Et c'est là qu'elle a décidé de, en fait, monter son association. Donc elle était toute jeune, et de faire en sorte que les filles aient accès à l'éducation dans les zones enclavées du Maroc. Et donc il y en a d'autres. Donc Nora qu'on a vue, elle a fondé l'association ML, qui vient en aide aux femmes en situation de précarité, notamment des mères célibataires, ou des femmes veuves, ou des femmes qui
sont à la rue. Et elle les forme au métier notamment de la cuisine. Et elles ont en fait tous ensemble fondé un espèce de restaurant solidaire qui marche donc très très bien à Marrakech, qui est d'ailleurs le premier restaurant en fait à Marrakech. Et ces femmes en fait elles sont formées pendant 6 mois. Et ensuite, elles ont du coup une formation et elles peuvent accéder à de nombreux emplois dans le milieu, on va dire, culinaire, et surtout à Marrakech, qui est une ville très touristique. Et en fait, voilà, et chacune en fait a son histoire, et j'espère que vous pourrez assister aux projections qui débuteront à la fin du mois du documentaire. Comme ça, je ne vous raconte pas toutes les histoires de ces femmes, mais chacune a une histoire particulière, et chacune ne s'est pas réveillée un matin en se disant je vais être actrice de changement. Chacune a vécu une rencontre ou un obstacle dans sa propre vie, et c'est comme ça qu'elle a décidé d'agir. Et moi, ça m'a énormément appris. Comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, votre voyage a couvert en réalité bien plus que le Maroc, puisque vous avez visité et traversé 5 pays. Quels sont les points communs, ou au contraire les différences, que vous avez pu retrouver chez toutes ces femmes, actrices du changement, mais dans des environnements si différents? Et qu'en avez-vous retiré? Alors, moi, je m'étais mis quelques critères pour rencontrer toutes ces femmes. Donc, évidemment, je voulais qu'elles soient toutes des femmes. Je voulais qu'elles soient toutes musulmanes. Et je voulais qu'elles soient toutes des femmes entrepreneurs qui ont toutes fondé un projet sur la thématique de l'émancipation des femmes. Donc ça, avant même de les rencontrer, je savais qu'elles avaient au moins ces 3 points communs. Et ensuite, j'ai rencontré des femmes qui travaillaient sur des thématiques, mais vraiment très différentes les unes des autres. Donc certaines ont travaillé sur des thématiques, on va dire, assez classiques qu'on entend, donc comme les violences conjugales, comme l'accès à l'éducation. Mais d'autres, vont travailler sur des thématiques. Donc nous, j'ai été accompagnée à chaque fois de ce voyage par une de mes amies. Donc j'ai été accompagnée par Justine qui est juste là-bas. En Indonésie, par exemple, on avait rencontré une femme qui était spécialiste de la thématique des femmes pêcheuses. D'autres qui travaillaient sur les femmes réfugiées, d'autres qui travaillaient. Donc ça, c'était très intéressant de voir qu'en fait, la thématique des femmes, c'est évidemment à tous les niveaux et selon le contexte. Et c'était des femmes qui étaient très plurielles en fait. Il y en avait qui étaient urbaines, d'autres qui étaient rurales, d'autres qui sont voilées, d'autres qui sont pas voilées, d'autres qui sont très jeunes, d'autres qui sont moins jeunes. Elles sont en fait, comme toutes les femmes, elles sont très différentes les unes des autres. Et du coup, je vois que le temps passe, donc on en reparlera peut-être plus tard dans les questions. Merci beaucoup Sarah Zouak. On va passer maintenant à Rebecca Sledge. C'était super intéressant. Rebecca, vous êtes aussi tout simplement une femme entrepreneuse, actrice du changement, puisque vous avez cofondé l'association Noise Dauphine, vous avez contribué à son développement. Alors d'abord, on va vous poser des questions par rapport à ça. Déjà pour vous, qu'est-ce que c'est que Noise? Et quelles ont été les motivations de la création de cette association? Merci. Déjà, je tiens à être claire, Noise, c'est pas une association de musique. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des noiseurs dans la salle, je sais pas s'il en reste. Oui. Bienvenue. Alors, le Noise, ça remonte à il y a 2 ans et demi maintenant, donc c'est dur de m'en souvenir, mais je vais faire un petit effort. Moi aussi, j'ai eu cette grande frustration qu'on entende toujours parler des problèmes, de ce qui va pas, et qu'on ne nous parle jamais de toutes les solutions qui existent en fait. Et moi je crois, alors le féminisme ça me parle pas comme terme, par contre un terme qui me parle et qui est presque ma Bible, ma Torah, mon Coran, ce que vous voulez, c'est l'empowerment. Moi je crois très très fortement au pouvoir de l'individu, d'être acteur de son destin et de trouver les solutions aux problèmes de société, et en particulier aux problèmes qu'il rencontre au quotidien. Donc le Noise est parti de ce problème-là, de ce problème très divers, qu'à la fois il y a des problèmes dans le monde et ça nous embête, et on aimerait bien pouvoir s'y attaquer, et à la fois sur le problème que dans notre vie personnelle, on avait aussi des choses qui nous gênaient, et en particulier notre éducation. On a la chance d'avoir quand même des facs gratuites en France, d'avoir quand même des bons établissements d'enseignement supérieur, ce qui est vraiment une chance. Mais il y a beaucoup d'étudiants qui ne s'y retrouvent pas, qui ne comprennent pas vers quoi ils vont. On leur apprend des outils d'hier pour construire le monde de demain. Il y a un gros décalage. Et moi, j'étais la première à sentir ce décalage. C'est-à-dire que
Je faisais des études parce qu'il fallait faire des études, et bon, dans la société française, c'est important d'avoir un diplôme, sinon c'est compliqué par la suite. Et on a l'impression qu'une fois qu'on aura son diplôme, ça ira. Alors qu'en fait, une fois qu'on arrive dans le monde du travail, c'est hyper compliqué. Et quand on y arrive, on ne trouve pas forcément de sens. Et en plus, en ce moment, c'est compliqué de trouver du taf. Bref, il y a beaucoup de contraintes, et c'est un peu déprimant. Qu'est-ce qu'on va faire de nos vies? Bon, donc moi, j'en ai eu marre de me poser ces questions de c'est quoi ma vocation, et de vraiment vivre comme un handicap le fait de ne pas avoir de réponse à cette question, comme si c'était vraiment, vraiment horrible de ne pas savoir ce que tu allais faire de ta vie, alors qu'en fait ça se construit au fur et à mesure. Et donc le Noise, c'est un peu ce qui permet aux gens de découvrir leurs talents et de les mobiliser au service de projets qui leur tiennent à cœur et de résoudre des défis de société qui les touchent. Donc concrètement, comment ça se passe? Nous, on veut œuvrer en fait au vivre ensemble en créant au sein même des écoles de la citoyenneté. Donc concrètement, ce sont des associations qui vont s'implanter dans des écoles, qui vont hacker l'éducation, et qui vont devenir finalement des espaces privilégiés pour découvrir, se former et agir dans le fabuleux monde de l'innovation sociale. Alors, qu'est-ce que l'innovation sociale? Ok, pareil, ça va me prendre 30 secondes. L'innovation sociale, en fait, c'est toutes les nouvelles solutions qu'on peut trouver aux problèmes de société. Donc les problèmes au sens large, on parlait de l'éducation, on peut parler de la pauvreté, de la faim dans le monde, de l'agriculture, de tout ce que vous voulez, de la santé. Vous avez peut-être entendu parler de modèles alternatifs comme l'éducation ouverte, comme la microfinance, comme l'économie collaborative, et j'en passe. Tout ça, c'est des formes d'innovation sociale qui sont venues répondre à des problèmes. Donc il y en a des solutions en fait, mais on ne nous en parle pas à l'école. Pourtant, pour moi, c'est vraiment à l'école que c'est le meilleur lieu pour apprendre à changer le monde et pour apprendre et se former à devenir un citoyen du monde de demain. Donc nous, on s'implante dans les écoles et on essaie de proposer aux jeunes et aux futurs leaders du monde de demain un terrain d'expérimentation pour justement proposer et aider des projets qui contribuent à leur échelle à changer le monde. Donc comment on fait tout ça? Ça paraît impossible, mais chacun à notre échelle, on met notre petite pierre et on va y arriver. Donc comment on fait? On a trois piliers. Donc en fait, le Noise, comme tu me disais, j'ai dit que c'était pas une association de musique, mais je vous ai pas dit que c'était l'acronyme de Nouvelle Observatoire de l'innovation sociale et environnementale. Comme ça, vous savez, il n'y a plus de secret. Donc on a tout un champ lexical de la musique pour être un peu fun, parce que la vie, c'est quand même important de rigoler et de s'amuser, je tiens à le préciser. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Donc on raconte, on amplifie, on invente des solutions pour le monde de demain. Donc on les raconte avec environ 10 conférences par mois où on parle de toutes les solutions qui peuvent exister pour inspirer et pousser à l'action et garder espoir justement, pour aider les gens à garder espoir là-dedans. On fait une veille sur toutes les solutions qui existent. Vous pourrez regarder Spark News par exemple, qui, si vous aimez les vidéos, qui vous donne clé en main des solutions qui existent et qui sont à grande échelle et qui font avancer les choses. On amplifie des mouvements qui existent déjà. Par exemple, on accompagne chaque année 50 entrepreneurs sociaux dans la résolution de défis, de problèmes de société. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment allié dans la création de son entreprise et impact économique, création d'emplois, etc., et impact social, qui résout vraiment un problème. Et donc nous, on les accompagne en fonction de nos compétences, une stratégie de communication ou comment lever des fonds, etc. Et des étudiants le font bénévolement en parallèle de leur cours. On fait aussi des trucs un peu fun, comme des apéros mensuels pour faire des rencontres justement entre tous les innovateurs, les acteurs de l'innovation, autour d'art collaboratif, parce que c'est important de changer le monde, mais c'est important de se changer les idées aussi. Et puis enfin, on invente le monde de demain à notre échelle, et en particulier l'éducation, puisqu'on n'est pas non plus des héros. On n'est pas des héros et on ne se voile pas la face, on ne va pas changer le monde en 2 heures, même s'il y a un livre très sympa qui s'appelle Changer le monde en 2 heures et que je vous conseille. On fait les choses à notre échelle et on pense qu'en tant qu'étudiant, notre expertise, elle réside justement dans la connaissance de notre éducation et de notre enseignement supérieur. Et donc, on propose ce qu'on appelle le CIY, le Change It Yourself. On pense que chacun peut avoir un impact à son échelle.
Et on propose justement aux différents acteurs et aux parties prenantes de l'éducation de se rejoindre pour prototyper, expérimenter, tester des innovations pédagogiques qu'on pourra inscrire dans nos écoles. Concrètement, améliorer l'éducation nous-mêmes en collaborant avec tous les acteurs et pas en imposant des choses ou en regardant qu'une seule partie. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, de consulter les gens qui sont partie prenante. On crée aussi nos propres cours, justement, pour apprendre à changer ce qu'on veut changer. Salut Rizlan, ça me fait plaisir. Voilà, t'as raté toute la présentation, Rizlan. Je recommence. Je rigole. Bref, on crée aussi nos propres cours, on invite nos propres intervenants, on crée des nouveaux formats un peu fous. On fait un peu ce qu'on veut en fait et on prend un peu nos vies en main. Et c'est vraiment ça le message du Noise. On veut essayer de prendre nos vies en main et de pas juste se contenter de se plaindre et de se dire qu'on est victime de discrimination, qu'on est victime de ceci, cela, mais de se dire ok, il y a un problème, il faut le dénoncer, il faut se plaindre, ça fait du bien, mais derrière il faut agir. Parce que se plaindre c'est bien, mais agir c'est mieux. Donc voilà pour ce que c'est que le Noise. Et peut-être pour compléter sur motivation, ambition, moi je suis quelqu'un d'assez altruiste et je suis quelqu'un d'assez égoïste. Donc ça fait de moi une fille altruiste, égoïste. Et oui, c'est possible. Et je pense que c'est quelque chose qui est important de souligner. C'est que dans la vie, on fait rien, sinon peu, de choses de façon complètement altruiste et de façon désintéressée. Je pense que ça nourrit toujours des besoins en soi. Et moi, j'ai ce besoin aussi de contribuer au bien-être des autres, ce qui fait que ça me fait plaisir de m'engager dans des projets. Donc clairement, il y avait un côté de faire avancer les choses, mais il y avait aussi des côtés personnels pour lesquels j'avais envie de m'engager et de créer cette association dans mon école et d'accompagner le développement dans 6 autres écoles. Donc déjà, moi j'avais envie personnellement de redonner du sens à mes études. Et puis, vu que j'avais galéré pendant 4 ans à trouver du sens, que je voyais qu'il y avait plein d'autres gens qui étaient dans la même panade, je me suis dit que ce serait cool quand même de créer ce que moi j'aurais aimé avoir, un peu comme ton voyage, quoi. Prenons la vie en main. Et puis j'avais envie de capitaliser aussi sur mes apprentissages. Dans la vie, c'est cool d'apprendre des choses, et quand on les utilise sur des projets par la suite, ça fait grandir ses compétences, ça fait grandir les projets. Donc j'étais à Cheer Up, je vois qu'il y a des Cheer Upiens, qui est une asso super, qui est présente dans plein d'écoles et qui vise à aider des jeunes malades de cancer à réaliser des projets personnels pour rester motivés dans la lutte contre la maladie. Et j'ai eu la chance de vivre cette expérience incroyable avec des gens merveilleux et d'apprendre 1000 choses en travaillant sur tous les domaines de la com, de la levée de fonds, de ce que tu veux, ce qui m'a permis de remobiliser ces compétences justement dans le développement d'un autre réseau. Donc il y avait une asso qui existait et parce que j'avais fait partie d'un réseau préexistant, j'ai pu redévelopper ça. Donc ça c'était hyper important. Ce qui est très chouette aussi, c'est de pouvoir apprendre sans pression quand on est étudiant pour faire des projets. Et donc je vous conseille, vous qui êtes en partie étudiant, de ne pas hésiter à tester des projets et pour vous accomplir et pour faire changer le monde aussi. Voilà. Merci. Vous travaillez aussi, il faut le préciser, dans la chaire entrepreneuriat de l'ESCP. Et justement, on a une question par rapport à ça, c'est quelle est la place maintenant des femmes dans l'entrepreneuriat ? Est-ce qu'elles y sont présentes? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose avec lequel on peut faire évoluer les choses, etc. Non, c'est mort. Je rigole. Non, je rigole. Sinon, je ne serais pas moi-même aspirante entrepreneur. Non, j'y crois vraiment. Après, j'ai trouvé un chiffre un peu inquiétant qui disait qu'aujourd'hui, 70% des entrepreneurs étaient des hommes. Donc c'est bon à savoir. Mais les femmes sont là. J'ai des beaux exemples. Elles sont là, mais elles sont peut-être un peu moins visibles. Je pense par exemple, je travaillais il y a quelques mois chez Ticket for Change, qui est une très belle start-up sociale, est incroyable et très médiatisé, et maintenant il a cette posture de je suis le cofondateur de Ticket for Change, donc on parle beaucoup de lui. Son bras droit, Joséphine Boucher, est incroyable. Elle est tout aussi bien que Mathieu, ils sont complètement complémentaires, et c'est bien parce qu'ils sont complémentaires qu'ils arrivent à aller aussi loin et qu'ils ont réussi notamment à lever 500 000 € pour créer des projets encore plus impactants. Ils sont hyper complémentaires, mais on voit plus l'homme que la femme. Est-ce que c'est une question de genre? Je ne sais pas, mais c'est possible. Et c'est pas le seul cas dans l'entrepreneuriat social où on voit le cofondateur homme et où on voit un petit peu moins la complémentarité de la femme. C'est un peu pareil, mais je connais un petit peu moins Make Sense, qui est
un très très grand réseau d'entrepreneuriat social dans le monde. Donc on a Christian Vanizet qui existe, qui est le fondateur, et on a Leila Obala qui est aussi la cofondatrice, qui fait 1000 choses, notamment auprès des entreprises, et qu'on connaît un tout petit peu moins. Après, c'est aussi peut-être dû au fait qu'il était là plus tôt, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des vraies femmes entrepreneurs qu'on voit un petit peu moins que des hommes entrepreneurs. Mais il y en a. Ensuite, il y a plein d'autres exemples très encourageants de femmes qui réussissent et de boîtes qui réussissent. Il y a aussi plein de structures d'accompagnement, peut-être la tienne d'ailleurs, que je connais pas encore assez, mais j'ai hâte d'entendre ça. Je pense à Led by Her, par exemple, qui est un de nos partenaires chez Entrepreneuriat de l'ESCP, qui vise à... Tu connais peut-être? Ouais. Qui vise à aider justement des femmes qui sont vulnérables, qui ont été, je crois, qui ont été victimes de violences, exactement, dans la création de leur propre entreprise, par de la formation, par de la mise en relation, par plein de choses et par plein de beaux partenariats. Il y a aussi les Pionnières, qui est aussi un réseau, voilà, qui accompagne, un réseau d'incubateurs et de pépinières qui accompagne les entrepreneuses innovantes. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui existent. Il y a plein de prix pour encourager vraiment la prise d'initiative. Il y a plein de salons, plein de forums. Il ne faut pas hésiter à entreprendre, même si c'est compliqué et qu'il faut en avoir confiance. C'était un lapsus révélateur. Il faut avoir confiance, mais il faut avoir conscience que c'est pas gagné d'avance. Voilà. Merci beaucoup, Rebecca, pour ces paroles. Encourageante, et on va encore rester dans l'optimisme en interrogeant cette fois-ci Atina Marmora. Alors Atina, vous vous engagez quant à vous auprès des jeunes filles, dans les écoles, dans les lycées de notre pays, pour faire changer les choses et redynamiser en quelque sorte une partie de notre jeunesse. On va commencer avec une question assez générale. Quelle est votre philosophie de l'éducation? J'ai combien de temps? Pour faire très court, ma philosophie, moi, de l'éducation, c'est learning by doing. C'est à mettre les jeunes en posture d'apprendre par l'action, en faisant. Chose qui est peu présente aujourd'hui dans l'éducation nationale, parce qu'on ne sait pas faire, parce que les profs ne sont pas non plus forcément formés à ça. Mais en tout cas, moi, mon approche dans ce que je fais aujourd'hui, c'est que je mets les filles en action, et c'est parce qu'elles sont dans l'action qu'elles vont apprendre. En gros, on ne peut plus aujourd'hui dans l'éducation, dans les écoles, on ne peut plus juste être dans une transmission de l'information, ça ne marche pas. On le sait depuis plusieurs années, certains élèves ne peuvent pas rester assis et entendre un professeur pendant 1 heure, ça ne fonctionne pas. Il faut aller sur des modes d'apprentissage qui sont plus créatifs et dans lesquels les jeunes sont mis en action, c'est-à-dire que à la limite, sur un modèle presque un peu à l'américaine, où on va donner les cours en amont, les élèves les lisent ou les lisent pas, c'est pas grave, mais qu'après on soit dans quelque chose où on est dans du débat, on est dans l'échange, on est dans je pars de ce que c'est le jeune pour faire ressortir une situation d'apprentissage. Il y a que ça, enfin aujourd'hui en tout cas, si on va pas plus vers ces modes alternatifs de pédagogie, on n'y arrivera pas en fait. Ça ne fonctionne pas clairement. Donc si je devais dire juste une chose, parce que voilà, on n'a pas 3 heures ce soir, c'est learning by doing, et c'est aussi accompagner les jeunes en général, là je ne rentre pas dans le sujet des filles, mais accompagner les jeunes à se découvrir et à découvrir qui ils sont, qui est un travail aujourd'hui que les professeurs n'ont pas le temps de faire. Encore une fois, c'est beaucoup un manque de temps et ils ne sont pas formés à ça, mais à apprendre à travailler sur qui je suis, c'est quelles sont mes qualités, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi, donc comment je me projette. Voilà, ce genre de réflexions qui sont plutôt intrusives, qu'on n'offre pas assez aujourd'hui aux jeunes. Et vous avez fondé l'association Révèle, qui accompagne des jeunes femmes issues de quartiers prioritaires pour les aider à déployer tout leur potentiel et à construire leur projet d'avenir. On a d'ailleurs une petite vidéo de présentation de votre association à partager ce soir avec le public.
Alors juste, je remets la vidéo en contexte, c'est pas une présentation de l'association globalement, c'est une vidéo de la journée de clôture du programme qu'on propose aux jeunes filles, mais dans lequel on entend les jeunes filles s'exprimer sur ce que ça leur a apporté. Vous pouvez revenir en arrière. J'aurais adoré avoir participé à un parcours Rebelle en tant que jeune fille. Sinon, j'ai pas trouvé ces vagues, ces gens qui m'ont dit vas-y, tu peux y aller. J'ai entendu que des gens qui m'ont dit tu y arriveras pas. Grâce au travail que j'ai effectué avec Sonia, ça m'a permis de redéfinir, de réaffirmer les différentes valeurs qu'on a. Et souvent, on pense que certaines valeurs sont plus importantes que d'autres et on voit que face à avec nos personnalités, c'est différent. Moi, j'ai des aspects de ma personnalité que je n'arrivais pas à définir et maintenant je réussis à les définir et je suis fixe. Et même si à la base j'ai confiance en moi, j'ai encore plus confiance en moi. C'était hyper dur, je me prenais plein de coups. J'avais plus l'habitude de me prendre des coups. Et qu'il y avait que des garçons. Et que j'avais un entraîneur, effectivement, au début, sûrement pour me tester, ne faisait pas du tout attention à moi. La première chose qu'il m'avait dit, moi, j'entraîne pas les filles chez moi. Et quand même, je me suis dit, c'est pas grave, je serai la première. Et donc, je suis revenue et finalement, voilà, au bout de 2 ans, championne du monde. Championne de France, championne de l'Union Européenne, championne d'Europe, championne du monde. Aujourd'hui, mon projet, c'est de devenir orthophoniste parce que grâce à Rivas, j'ai appris à mieux me connaître et maintenant je sais que je suis faite pour aider les autres. Mon projet, c'est de travailler dans le monde du marketing en tant que chef de projet marketing car ça regroupe tout ce que j'aime faire et on peut voyager, je peux proposer des idées et je veux un rôle important dans l'entreprise. Ce qu'il y a de commun entre tous les groupes, toutes les filles, c'est en fait ce besoin. Le besoin d'être accompagnées, le besoin d'être soutenues, le besoin aussi d'entendre qu'elles sont capables de faire les choses, qu'elles sont capables de réussir et qu'elles ont toutes en elles le potentiel pour y arriver. Ma première rencontre, c'est Sonia. Parce qu'elle a été là du début à la fin, même le soir en texto. Et aussi, ça a été ma coach durant les entretiens et j'ai réussi à mettre un nom sur mon projet. Et c'est aussi pour moi mon modèle et pour plus tard. Et j'aimerais aussi avoir autant de classe qu'elle. Salia, qui est notre rôle modèle, à travers son projet, j'ai pu me représenter parce qu'elle m'a donné une idée de ce que je voulais faire dans l'avenir et être plus ambitieuse. Annie, ma coach depuis le début, qui m'a suivie. À chaque activité, en fait, comme par magie, je me retrouve avec elle. Et, pour moi, c'est un signe, c'est un bon modèle en tant que senior, parce qu'elle m'a dit que c'était... Tout ça, c'est aussi possible parce que chacun d'entre nous met ses compétences, met de son temps, mais aussi de son argent aussi, pour ces filles. Pour faire que demain, on ait une génération de filles, une nouvelle génération de jeunes femmes qui soient bien dans leur corps, qui soient bien dans leur cœur, qui soient bien dans leur tête et qui prennent place dans la société à laquelle elles appartiennent. Go Girls! Ça doit faire la 100e fois que je la regarde et à chaque fois ça me fait le déflet. Donc voilà, alors je vais peut-être repartir du constat de pourquoi Révèle pour poser le cadre parce que c'est pas venu comme ça. Alors, en entendant ton parcours, ça m'a fait réagir parce que moi pareil, j'ai fait une école de commerce et j'ai bossé pendant 8 ans en marketing commercial et je me suis ennuyée à mourir en disant que j'étais pas du tout à ma place et en sentant que c'était pas ça. Et ce que je me suis rendu compte au fur et à mesure, c'est que moi, ce qui m'intéressait, c'est la pédagogie, c'était ça qui me passionnait, et particulièrement les jeunes. Et j'ai eu la chance, dans le cadre d'une transition professionnelle, de travailler chez certains doivent connaître, chez Mosaïque RH,
qui est un cabinet de recrutement qui est spécialisé sur la question de la diversité, lutte contre les discriminations. Et c'est là où j'étais en contact avec voilà, les jeunes des quartiers, voilà, des QPV, des quartiers prioritaires, enfin bref, les jeunes qui habitent dans nos banlieues en tout cas. Et je me suis dit, alors c'est intéressant de travailler sur les jeunes diplômés, mais il y a peut-être des choses à faire bien plus en amont, avant même que ces jeunes aient leur diplôme. Alors, je me suis passionnée pour la pédagogie, j'ai quitté Mosaïque RH, et là, j'ai commencé à travailler sur la question de l'orientation des jeunes, et donc à intervenir dans les lycées, en travaillant notamment pour des fondations ou des associations, et j'intervenais sur le projet professionnel, la connaissance de soi, les codes et savoir-être de l'entreprise, et à chaque fois que j'intervenais dans les lycées, je posais la question aux jeunes filles, qu'est-ce qu'elles voulaient faire plus tard ? Systématiquement, il y avait 3 métiers, donc les 3 premiers métiers qui revenaient automatiquement, c'était secrétaire, puis assistante de direction, puis puéricultrice. Ces 3-là, c'était très rare qu'il y ait autre chose. Je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre, pourquoi elles veulent toutes être secrétaires, elles veulent toutes, ok, mais pourquoi ? Et en fait, en posant la question aux jeunes filles, en interrogeant aussi les acteurs de terrain, donc les associations qui sont implantées dans les quartiers, qui font de l'accompagnement à la scolarité, il se trouve qu'en fait, les jeunes filles choisissent des métiers qu'elles connaissent. Des métiers qui sont présents dans leur environnement social et familial. Donc forcément, c'est ce qu'elles connaissent, donc forcément, elles se projettent dans ce qu'elles connaissent. Et là, je me suis dit, tiens, en fait, ce qui manque à ces jeunes filles, c'est d'avoir accès à des modèles de réussite, encore une fois, pluriels, et réussite dans le sens où je fais un métier qui me plaît, dans lequel je mets en œuvre mes talents. Voilà, c'est pas réussite, on va pas en faire toutes des directrices ou des entrepreneurs, c'est pas ça, c'est juste de trouver ce qui nous plaît et dans lequel on met en œuvre ses talents. Et là, je me suis dit, tiens, alors qu'est-ce qui existe en France sur la question de l'orientation ? Est-ce qu'il y a une approche ou pas genrée de l'orientation ? Il se trouve qu'il n'y a pas énormément de choses en questionnant les acteurs associatifs. Il y a beaucoup de choses sur l'accompagnement à la scolarité, mais c'est vrai que les associations de terrain me disent il y a quand même une problématique spécifique aux jeunes filles. Il y a la question des préjugés, donc des métiers qui sont faits pour les hommes et pas pour les femmes. Aussi le manque de confiance et également aussi le manque d'accès à l'information qui est propre à tous les jeunes, en général des quartiers. Sur un groupe de 25 jeunes filles, il y a 3 jeunes filles qui connaissent la Cité des métiers, par exemple. Je pense que si je faisais pareil avec les garçons, j'aurais à peu près les mêmes résultats. Donc il n'y a pas aussi le même accès à l'information. Pour faire très vite, c'est là où je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à proposer aux jeunes filles, qui serait un parcours d'orientation. Alors, l'orientation étant juste la carotte, parce qu'en fait, on travaille sur quelque chose qui est beaucoup plus large que quel métier je vais faire plus tard, c'est plutôt quelle femme j'ai envie d'être. On part d'abord de ça. Et donc, on regroupe des jeunes filles, des groupes qui vont de 20 à 25 jeunes filles pendant les vacances scolaires pendant une semaine. Donc, ces jeunes filles que vous venez de voir, pendant 2 jours, on travaille sur qui je suis, comment est-ce que je me projette en tant que femme dans le futur. Elle rencontre aussi des femmes, ce qu'on appelle nous des rôles modèles, le mot a déjà été utilisé, mais c'est ça, c'est des femmes aux réussites plurielles qui vont ouvrir le champ des possibles, et puis aussi on leur transmet des méthodes, parce qu'il y a aussi un manque de méthode, de comment je construis un projet professionnel, quelles sont les questions à se poser. Donc il y a des entretiens individuels également le 3e jour, une visite une découverte du monde de l'entreprise, parce que l'idée c'est aussi de casser les stéréotypes qu'elles peuvent avoir sur le monde de l'entreprise et leur montrer que c'est aussi possible, et leur montrer que peut-être ça leur plaira pas, et c'est très bien aussi. Et puis un dernier jour, donc la cérémonie de clôture, où là on est dans de la célébration, on est dans comment est-ce que, maintenant que j'ai identifié des pistes de métier, des pistes de projet, comment est-ce que je le verbalise, comment est-ce que je me présente, parce que quand je dis des mots, j'ancre les choses aussi et je prends confiance. Donc il y a tout un jury avec des femmes, des rôles modèles. Donc nous, notre concept, c'est créer des espaces non mixtes pour favoriser une mixité sur le long terme. Parce que moi, je crois qu'il faut qu'il y ait des espaces non mixtes. On est dans la mixité à tout prix aujourd'hui. On est dans une société qui a peur de la mixité, mais il faut des espaces non mixtes pour favoriser une mixité. Et ça, c'est très important, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a quand même un réseau qui s'appelle, je ne sais pas si vous connaissez, les Happy Men. C'est un réseau qui part de la question de l'égalité femmes-hommes, mais entre hommes. C'est bien qu'il y a une nécessité d'avoir des espaces non mixtes, même chez les hommes. Parce que du coup, ils ont la parole est beaucoup plus libre, ils peuvent parler des freins ouvertement, et c'est pareil pour les femmes. Que dire aussi de tous les réseaux de femmes dans les grandes entreprises, et ça pose aucun problème que ce soit non mixte. Donc voilà, je tenais juste à préciser, parce que ça m'énerve un peu ces discours de
que c'est que entre filles, ça. Donc voilà, Révèle, ça a été créé en décembre 2013 officiellement. Aujourd'hui, on a 128 jeunes filles qui ont été accompagnées, une équipe de 5 personnes et un réseau de 130, un réseau de 50 rôles modèles, et puis des partenaires à la fois entreprises, mais aussi les bailleurs avec qui on travaille et qui réservent des places pour les jeunes filles, parce qu'il faut aussi qu'il y ait un écosystème autour de Révèle qui soit cohérent et on trouve un intérêt à faire travailler les bailleurs sur cette question, puisque les jeunes filles dans les quartiers, on ne les voit pas. Et il y a aussi cette problématique de l'espace public qui n'est pas forcément adapté aux jeunes filles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les quartiers, il y a plein de terrains de foot, c'est génial, sauf que les filles n'y vont pas, en tout cas très peu y vont, et il y a très peu d'espaces dans lesquels les jeunes filles se sentent libres, où elles peuvent exprimer leurs peurs, où elles peuvent exprimer leurs craintes ou leurs rêves. Donc, d'où la nécessité aussi de proposer des espaces comme ce que peut proposer Révèle, où elles peuvent être elles-mêmes, venir comme elles sont, on les prend comme elles sont, et l'idée c'est juste de leur offrir un terrain où elles peuvent prendre conscience de qui elles sont, réfléchir à ce qu'elles ont envie d'être, et surtout qu'elles comprennent qu'elles ont ce qu'on appelle, chez Révèle, l'empowerment. Nous on parle de pouvoir d'agir, pour rester dans des mots français. Donc c'est la question du pouvoir d'agir. Ah bah voilà. Donc le pouvoir d'agir, c'est-à-dire de comprendre, de prendre conscience que les choses n'arrivent pas comme ça. C'est-à-dire que tu peux prendre en main ta vie, entre guillemets, mais la seule personne qui peut prendre en main, c'est toi-même. Et donc il faut être dans l'action, et puis on travaille aussi sur toutes les questions de peur de l'échec. On dit c'est super, si t'échoues, c'est une super expérience. On valorise l'échec chez Révèle parce que c'est en échouant qu'on apprend le plus. Et il faut m'arrêter parce que moi là je suis partie. Hein. Il y avait peut-être une autre question après. Donc voilà. Excuse-moi, voilà. Bref, en tout cas pour plus d'informations, il y a un site internet. Voilà, je pourrais discuter avec vous. Vous pouvez appeler le 3600 ou envoyer un SMS. Merci beaucoup en tout cas, et nous vous souhaitons le maximum de réussite pour votre association. Merci. Alors je peux peut-être dire un dernier mot. Le prochain parcours Révèle va être du 22 au 27 avril, avec une cérémonie de clôture le 27 avril qui se déroulera au conseil régional. Si des personnes sont intéressées pour venir assister à la cérémonie de clôture, voilà, vous êtes les bienvenus. Je ne suis pas venue toute seule, il y a aussi Caroline qui est dans mon équipe. Donc il ne faudra pas hésiter à faire savoir, comme les inscriptions sont obligatoires, comme c'est au conseil régional, pour des raisons de sécurité. Enfin, bref. Voilà. Alors maintenant nous allons passer à Awa Ndongo qui est vous avez choisi l'art et le blog pour vous exprimer sur notamment le féminisme. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de du coup vos engagements qui sont différents, qui est Awa du nom du blog et puis Awa artiste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ces deux engagements différents? Oui, donc ma première rencontre en tout cas avec l'art, ça a été à l'université en fait. Donc à cette époque, je me sentais un peu perdue dans mon orientation, j'avais fait pas mal de réorientation et je me disais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie. Et à chaque fois que je demandais aux gens tu veux faire quoi dans ta vie, ils me disaient la même chose, j'en sais rien, donc du coup on ne s'aidait pas beaucoup les uns les autres. Et c'est à partir de cette période que je me suis rendu compte en fait de la pression qu'on subissait autour de l'orientation, de trouver sa voie, de trouver son métier et que faire dans sa vie. Et j'ai commencé donc à écrire des textes, c'était plutôt des articles au départ à la base en fait. J'écrivais surtout des articles sur le média Zone d'expression prioritaire. Et donc après en fait, à un moment j'ai choisi aussi de porter le voile durant mes années à l'université. Et c'est à cette époque qu'il y avait aussi beaucoup d'agressions de femmes voilées en France. Donc personnellement ça m'avait beaucoup touchée, pardon. Et en fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir aussi bien sur la personne qui porte le foulard, mais aussi si il y a une famille derrière, des parents qui s'inquiètent avec un regard un peu qu'est-ce qui va arriver, peut-être elle va revenir chez moi, elle verra quelque chose. Donc c'est un sujet qui me touchait particulièrement. Et donc je voulais parler du voile. Donc c'était mon premier texte de slam en fait, ça s'intitulait Mon voile, ma liberté. Et à la base, je voulais juste le laisser en texte article, parce que je suis une personne très timide à la base, donc je voulais pas me lancer sur scène, et puis je me suis dit, bon, vas-y, sortons de notre zone de confort un peu. Et donc je me suis vraiment... pour moi, en tout cas, c'était un grand pas.
Donc je me suis produite sur une scène parisienne, dans un bar parisien. Et au final, ça avait un bon impact, les gens ont été réceptifs. Donc je me suis dit que ça avait été utile. Et j'ai reçu des messages par la suite de personnes même qui étaient très dubitatives par rapport au voile et qui m'ont dit en fait, tu m'as fait changer d'avis par rapport au voile. Maintenant, je trouve que, vu que c'est un choix personnel, je le comprends et je l'accepte. Donc ça m'a fait très plaisir et j'ai continué par la suite d'autres textes sur d'autres thématiques, sur le féminisme, les inégalités, les questions d'identité, le fait que quand on est une femme issue de l'immigration, on a ce paradoxe d'être ici en France considéré comme enfant d'immigré, et ensuite quand on va au pays, on nous dit vous êtes français. Donc au bout d'un moment, je me disais en fait qui je suis, est-ce que je suis française, est-ce que je suis sénégalaise, et en fait on peut être les deux à la fois, on peut être pluriel. Donc c'est le thème aussi de cette conférence, c'est qu'on peut être des êtres pluriels et complets en même temps. Et donc j'ai continué aussi à faire d'autres textes de slam sur différentes thématiques, et en parallèle j'ai aussi ouvert un blog pour parler des expériences de vie, de mon orientation toujours. Le chemin a été semé d'embûches, mais j'ai fini par trouver ma voie. Donc je suis aujourd'hui en master de sciences politiques spécialisée dans les discriminations, ça me correspond parfaitement. Et c'est une belle aventure, et le blog aussi m'apporte pas mal de... Ça me permet de rencontrer des gens, des personnes ouvertes ou des personnes qui veulent en apprendre plus, que ce soit sur l'islam ou sur mon parcours, et c'est vraiment une grande richesse parce que ça me permet de parler de moi, de parler des problématiques auxquelles on est confronté. Alors, vous êtes du coup une actrice sur Internet aussi, ce qui nécessite pas mal de mobilisation, notamment sur l'actualité. On sait que, par exemple, il y a des polémiques actuelles, notamment les paroles de Madame la ministre Laurence Rossignol, qui ont fait réagir. Et comment se concrétise en fait votre mobilisation sur Internet? Est-ce que vous vous sentez obligé de réagir à l'actualité, etc. Comment vous exprimez ce combat en fait sur Internet? C'est surtout que en fait, quand on a entendu surtout les propos de la ministre, c'est la ministre des droits des femmes qui dit que les femmes musulmanes ne doivent pas s'habiller d'une telle manière, qu'elles doivent s'habiller, enlever leur voile, qu'elles sont objet d'oppression. Et du coup, c'était pas normal. En fait, on peut pas laisser. Au bout d'un moment, quand on subit des oppressions et des injustices, des humiliations quotidiennes, on se dit, si on laisse passer ça une fois, deux fois, trois fois, ça va continuer, ça va jamais finir. Et j'ai vraiment pris ça comme la libération d'une parole islamophobe, raciste, négrophobe, parce que ces propos c'était complètement insoutenable, pour être honnête, c'était vraiment insoutenable. Donc sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de militants, des chercheuses, des journalistes, des artistes qui se mobilisent sur ces questions-là, et il y a une forte mobilisation. On a lancé la pétition Tous unis contre la haine du gouvernement, qui a réuni 35 000 signatures quand même en une semaine. Et vous avez remarqué que personne n'en a parlé, en tout cas au niveau des politiques. Et justement, on a même appuyé en fait les propos de la ministre, on les a justifiés, légitimés. Et ça aussi, c'est encore plus énervant en fait, parce qu'on se dit que ces injustices-là sont légitimées, elles sont acceptées en fait par le pouvoir. Donc on se dit, en fait, on est quoi, nous en fait, on s'en fout. On s'en fout, on ne considère pas. Et c'est pour ça qu'on se mobilise sur les réseaux sociaux. C'est vraiment des paroles fortes, c'est des outils puissants en fait, les réseaux sociaux, parce que ça permet de faire entendre notre vérité, notre réalité, et de parler de nous. Très bien, et d'ailleurs aussi vous partez dans une semaine en Malaisie pour assister à une conférence internationale de leadership pour la jeunesse, l'International Youth Leadership Conference, et où vous représentez la France notamment. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, comment vous allez justement représenter le féminisme pluriel en Malaisie du coup? Oui, donc cette conférence internationale, justement, en fait, elle réunit des jeunes étudiants du monde entier, des prestigieuses universités de la planète entière, des 4 coins du monde, pour justement parler de justice, de diversité. Le thème, c'est Unis dans la diversité, un carrefour de culture. Je trouve que le thème est complètement d'actualité, surtout avec les débats actuels en France. Et donc, j'aurai l'occasion de représenter la France à cet effet, de participer à des conférences autour du leadership, de la jeunesse, puisque c'est l'empowerment des jeunes aussi, c'est un sujet qui me touche particulièrement. Parce que je pense qu'on est la génération de demain, certes, mais on est aussi avant tout la génération d'aujourd'hui, et qu'on doit construire ensemble cette société inclusive, juste plurielle et durable, ensemble avec la pluralité de toutes les identités, et ne pas stigmatiser les gens pour leur apparence, pour leur conviction ou leur religion. Merci beaucoup, on va terminer maintenant, dès à présent notre... notre table ronde par une dernière question adressée à vous toutes. Alors, à toutes ces femmes qui rêvent aujourd'hui et aspirent à devenir des actrices du changement dans leur propre vie ou dans la société, qu'importe leur appartenance à une confession, une origine ou autre, quels conseils
est-ce que vous donneriez à ces personnes? Un petit mot rapide peut-être sur cette idée. Je vais commencer comme j'ai le micro. Je dirais de s'accepter tel que l'on est, de ne pas laisser la société nous définir, nous dire comment on devrait se comporter, comment on devrait s'habiller, comment on devrait être, et de prendre des risques, de ne pas avoir peur de se lancer. Peu importe ce que vous souhaitez faire dans la vie, il faut se lancer, il faut se battre, il faut être déterminé, et voilà, donner le meilleur de soi. Moi, je dirais d'écouter sa petite voix interne qui nous dit celle qu'on devrait être ou celui qu'on aimerait être. Parce que justement, la société nous met dans des petites cases et nous oblige à être une personne qu'on ne voudrait pas forcément, ou faire un métier qu'on ne voudrait pas forcément, ou plein d'autres choses. Et c'est vraiment de tester, d'essayer, surtout quand on est étudiant, pardon. Et moi, c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, où je pensais me destiner à une super carrière, je sais pas où. Bon, il s'avère que je ne fais pas du tout ça, et j'en suis bien contente, et j'ai pris le risque, et j'ai décidé, j'étais une petite alien dans mon école de commerce à travailler dans des ONG, à croire en mes rêves, et en voulant essayer de faire changer les choses. Et c'est vraiment ça, c'est essayer je pense, chacun d'entre nous, de tester, de voir ce qu'il aime vraiment, et de prendre ce risque. Après, je ne vais pas vous dire que c'est tous les jours facile. Moi, ce risque, ça a été pas tous les jours facile, ça a même été très difficile parfois de vouloir partir, de faire un voyage. Il fallait convaincre mes parents qui étaient complètement devenus un peu hystériques en mode mais non, tu aurais dû travailler dans une super boîte et qu'est-ce que tu fais là, à partir voyager pour rencontrer tous ces gens, et surtout pourquoi tu vas en Iran, mais t'es malade, tu vas te retrouver en prison. Et vraiment, je vous jure, j'ai fait un cauchemar où je me retrouvais en mode chez David Pujadas où on parlait de moi parce que j'aurais été faire le voyage. J'ai vraiment imaginé des trucs affreux, et c'est vrai, alors qu'en fait c'était juste magique mon expérience en Iran. Donc voilà, il ne faut pas forcément écouter les gens parce qu'ils ont peur pour nous, parce qu'ils ne sont pas forcément bienveillants, parce que ils s'imaginent, il y a plein de choses que la société voudrait qu'on ne fasse pas, et il faut le faire. Et moi, j'ai jamais été aussi épanouie et aussi heureuse que depuis que je fais ce projet, et que depuis que j'ai décidé de complètement changer ma vie. Donc écoutez votre petite voix interne qui vous parle. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je pense que le fait de sortir de sa zone de confort et d'oser, je crois que moi j'ai jamais autant appris que quand je suis allée vers les choses qui me faisaient peur. Et ça, c'est quelqu'un de très proche qui m'a dit, écoute, tu sais, je me disais, mais comment tu t'as réussi? Je discutais avec cette personne, elle me dit, mais en fait, moi, ce qu'il faut, c'est que quand t'as peur, quand il y a un truc, qu'on te propose quelque chose et que t'as juste envie de dire non, et tu dis oui à chaque fois que t'as envie de dire non. Et en général, t'apprends plein de choses. Parce que tu sors de ta zone de confort, et parce que c'est là où, je veux dire, si on va toujours dans ce qu'on sait, on n'apprend rien en fait. Et donc du coup de se mettre quand je dis sortir de sa zone de confort, tout en restant, sans aller dans quelque chose de dangereux, mais juste d'aller vers ce qui nous fait peur, et du coup de ne pas écouter parfois sa petite voix qui nous dit non, de pas l'écouter, mais tu vois ce que je veux dire. Il y avait autre chose, juste une deuxième chose, que moi, en tout cas moi ça m'a été utile, c'est de s'entourer de personnes bienveillantes. C'est-à-dire que toutes les personnes qui peuvent dire non, mais t'es sûr, non, tu te rends compte, t'as quand même fait 5 ans d'études, mais tu te rends compte, tu vas pas, comment tu vas gagner ta vie, mais comment tu vas payer ton loyer, voilà, des personnes qui sont s'entourer de personnes bienveillantes, parce que c'est dur, et justement parce que c'est dur, on a besoin de bienveillance autour de soi et d'encouragement. Idem. Moi, je pense que cette question du féminisme, c'est un peu accepter la grande aventure d'être soi-même. Voilà, être une femme, c'est une différence, et c'est important de voir justement l'ampleur du problème qui n'est pas que le genre, mais qui est vraiment ce qui est différent, ça effraie, on n'accepte pas les gens dans leur vulnérabilité, dans leur authenticité. Si, travaillons là-dessus, c'est quelque chose qui est important. Et dans ce travail d'encapacitation, de pouvoir d'agir, d'empowerment, je travaille mon français, j'ai un peu les mêmes conseils que vous, c'est de travailler sur ses talents pour justement aller un peu contre ses peurs,
Trouver ses talents, c'est rechercher ce qu'on aime, rechercher les domaines dans lesquels on est doué et là où on est reconnu par les autres. Donc je vous invite à vous poser ces questions-là. Je vous invite aussi à vous interroger sur vos peurs, celles qui sont rationnelles et qu'il faut respecter, et c'est là où c'est difficile de savoir celles vers lesquelles on doit aller et celles qu'on doit combattre, mais c'est bien de savoir, peut-être qu'aller en Iran, ça fait partie justement de la zone de confort qu'on doit dépasser, mais peut-être que c'est le cas pour toi, peut-être que c'est pas pour moi. Enfin, vraiment réfléchir à se connaître, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Se connaître pour créer son propre parcours et être acteur de son propre destin. Y aller pas à pas. Souvent, on a peur, on voit toute une montagne, tout un escalier, on ne sait pas comment prendre le premier pas. Et ben, prenez la première marche, même si vous voyez pas le bout de l'escalier. Je vous assure que peut-être que pas à pas, vous allez voir que vous allez réussir à atteindre des sommets que vous pensez initialement inaccessibles. Et puis pour finir, je suis entièrement d'accord avec toi, bien s'entourer, c'est la clé du bonheur. Entourez-vous de gens qui vous correspondent, qui sont bienveillants. Cherchez-vous des mentors, des gens qui vous inspirent pour pouvoir vous projeter plus facilement. Et il y a un petit groupe d'amis dans la mesure du possible qui vous motive par un petit groupe WhatsApp de « t'es trop génial !» Go girls, comme tu dis dans la vidéo. Enfin, voilà, entourez-vous. Osez, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, et on va y arriver tous ensemble, hommes et femmes. Et donc je voulais poser la question, qui est féministe dans la salle? Par gagné, il y a plus de mains levées qu'à l'arrivée. Merci à tous. Alors, nous allons prendre désormais des questions dans le public. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et à poser des questions que vous souhaitez par rapport au... Oui. Moi, j'ai une question pour Atina. Je trouve ça formidable de réussir à réunir, je me sais de très loin, Révèle, mais je trouve super que tu arrives à réunir en fait, toutes ces jeunes filles. Et ma question c'était, enfin, tu avais parlé vite fait de partenaires, mais qui te les envoie? Comment est-ce que tu arrives à les regrouper? Parce qu'il faut du budget, il faut du temps, il faut aller les chercher. Et comment est-ce que tu arrives à regrouper tout ça? Alors, j'ai fait pas à pas. C'est-à-dire qu'au début, en fait, avec Révèle, ce que je me suis dit, c'est que moi, j'apporte une petite brique, mais il faut que je travaille avec les personnes qui sont en contact avec ces jeunes filles, qui les connaissent, qui connaissent aussi les parents, parce que j'ai quand même des mineurs, hein. J'ai beaucoup de mineurs, des jeunes filles entre 14 et 20 ans, et je dirais que la moyenne d'âge est plutôt de 17 ans. Donc il y avait cette question des mineurs et de créer la confiance. Et ce que j'ai choisi, c'est de travailler avec une approche partenariale avec les associations qui sont implantées dans les quartiers, qui font de l'accompagnement à la scolarité. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon ticket de métro, je suis partie dans plusieurs banlieues, rencontrer ces acteurs, échanger avec eux, apprendre à les connaître et leur dire ben voilà moi ce que je fais et du coup leur proposer d'identifier des jeunes filles. Donc eux vont communiquer auprès de leur public, mais les jeunes filles doivent avoir une démarche volontaire. C'est-à-dire que pour s'inscrire, pour être prise au parcours de l'aide, il y a tout un processus. On est toujours sur le pouvoir d'agir, hein, c'est-à-dire qu'à aucun moment c'est quelqu'un qui peut inscrire une jeune fille. Il faut qu'elle réponde à un questionnaire, donc il y a tout un tas de questions. Après, il y a un entretien téléphonique. Donc déjà, pour avoir l'entretien téléphonique, c'est-à-dire qu'il faut envoyer des textos, parce que moi je fonctionne que texto. Par texto, les mails ça marche pas. Donc c'est texto. On a essayé plein de trucs, Snapchat, Instagram. Je connaissais pas avant tout ça, mais maintenant je m'y suis mise. Et donc du coup, avoir un entretien téléphonique. Donc déjà, il y a un premier écrémage qui se fait, c'est-à-dire que si on n'arrive pas, la jeune fille ne répond pas, c'est qu'elle n'est pas prête. Tout simplement, et donc il y a tout un processus de sélection, mais en général voilà, il faut quand même qu'elle vienne pendant les vacances scolaires de 8h30 à 17h30. Je peux vous dire qu'il y a 14 ans ou 15 ans, venir passer une semaine de ces vacances scolaires à réfléchir à qui on est, qu'est-ce qu'on veut, faut déjà être motivé, être dans une démarche où j'ai envie de m'en sortir, même si on a de plus en plus de jeunes filles qui ne seraient jamais venues si une de leurs copines ne lui avait pas dit. C'est génial parce qu'en général quand elles sortent de Révèle, derrière moi j'ai 10 chaque jeune fille m'en rapporte 10 autres quoi. Elles ont une capacité à mobiliser et moi il faut que je suive derrière. Donc pour revenir sur la question des partenaires,
Donc il y a les acteurs de terrain, donc les associations avec qui on fait un travail vraiment main dans la main. Il y a les entreprises, donc clairement le modèle économique de Révèle, si c'est ça la question aussi, comment est-ce qu'on fait rentrer des sous? C'est qu'on a des entreprises qui sont partenaires, qui vont payer des places pour les jeunes filles et chez qui on va faire soit des journées de Révèle-moi l'entreprise, soit des journées Révèle-moi ta vie 2 où c'est une jeune fille qui va passer une journée avec une rôle modèle dans l'entreprise. Et donc on va chercher des entreprises qui sont à la fois sensibles à la question de l'égalité femmes-hommes, qui sont à la fois sensibles à la question de l'égalité des chances, voilà, et qui vont du coup nous soutenir. Donc soit des entreprises en direct, en passant notamment par les réseaux de femmes internes. J'ai réfléchi sur toutes les stratégies possibles, mais tout ça, ça a été un long processus. Et après, tout ce qui est fondation, bien évidemment, et aussi les institutions publiques. Donc là, on a candidaté un peu comme tout le monde à La France s'engage, on passe des concours, enfin voilà. Après, c'est tout un travail. On a une personne qui fait que ça dans l'équipe. Mais c'est une vraie question, la question du modèle économique. Mais moi, cela dit, je ne suis toujours pas payée. Donc ça fait depuis 2014, parce que je préfère recruter stratégiquement, je préfère recruter et puis travailler, enfin, voilà, mais je pense que ça va pas tarder. Mais voilà, ça fait partie des choses à savoir quand on veut faire ce qu'on... Voilà, il faut aussi, quelque part on peut pas tout avoir, et j'ai la chance d'avoir un mari voilà, qui peut aussi soutenir et qui peut aussi accepter tout ce qu'il y a derrière, le fait de rentrer à 23h parce que je suis partie à Cergy, enfin, il faut être accompagnée. Ouais, j'habite tout à fait de l'autre côté, moi je suis à Montreuil. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ça fait aussi partie des choses. Il faut avoir des personnes derrière qui peuvent aussi soutenir, quoi, et accepter de faire. Voilà, quoi. J'adore le mot. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Et on se connaît, cela dit en passant. Merci beaucoup encore une fois. Je pense qu'on peut...